Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour la première vidéo FAQ de la chaîne. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce superbe endroit pour tourner cette vidéo. Je suis actuellement à Kos, qui est une île grecque près de la Turquie. D'ailleurs, la Turquie, on ne le voit pas ici, mais la Turquie est juste là-bas. Alors, vous m'avez posé des questions sur Twitter et sur Instagram et aussi sur YouTube. Ça va être l'occasion aussi pour moi de me livrer un peu plus, de vous donner des informations sur ma vie et puis aussi voilà, de fêter ensemble les 1000 abonnés sur Twitter et les 1000 abonnés surtout sur YouTube qui sont quand même arrivés en mars. Alors, première question football. Selon toi, ton top 3 des meilleurs coups du mercato signé meneur de jeu? Super compte Twitter avec des trades, des analyses, je vous mets ça en description. C'est un copain aussi, donc merci pour ta question. Alors, mon top 3 des meilleurs coups du mercato. Très d'abord, je pense Koulibaly à Chelsea, c'est quand même une super grue pour les Blues qui ont perdu deux de leurs gros défenseurs durant ce mercato. Koulibaly à Chelsea, il a livré tellement de belles choses à Naples. Je pense que c'est un joueur qui va être taillé pour la première ligue avec la connexion sénégalaise avec Mendy. Je pense que ça va bien marcher. Donc pour Chelsea, c'est un beau coup. 40 millions, c'est pas énorme, je trouve, au vu des performances de Koulibaly. Donc ça, c'est un beau coup. Lewandowski au Barça, c'est un sacré coup aussi parce que depuis le départ de Suarez, il y a eu des choix extrêmement bizarres de la part du FC Barcelone en attaque. On a eu des énigmes Paco Alcacer, des énigmes Coutinho, Griezmann qui a floppé. Le secteur offensif Blaugrana a souffert. Et l'arrivée de Lewandowski, vraiment, moi, je pense que ça peut être un très très beau coup, surtout qu'il a hâte de découvrir un nouveau challenge. Et dernier coup du mercato, gros coup, j'aurais pu parler de Ligt au Bayern, de Tchouaméni au Real Madrid, mais je dirais Sébastien Haller à Dortmund. Il a fait tellement de belles choses à l'Ajax que je me dis qu'avec Dortmund, qui est quand même une équipe aussi qui pratique une philosophie de jeu intéressante, ça peut marcher, surtout que Dortmund a recruté. Et j'ai hâte de voir les associations offensives, notamment avec Adeyemi, avec Royce. Donc franchement, ça peut être pas mal. On enchaîne avec une question de Tom Abadji. Avec un été chargé, tu vois qui champion d'Italie et quel club ira le plus loin en Europe? Alors c'est vrai que l'été est très chargé au niveau du mercato en Italie. C'est un des championnats les plus intéressants à suivre, je pense, cette année au niveau du mercato. Il y a beaucoup de dossiers chauds. Mon cœur dirait que la Juve sera championne d'Italie. En tout cas, je pense que la Juve refait, je dirais, un pari, revient vraiment dans la course au Scudetto avec son mercato, avec l'équipe qui me semble extrêmement cohérente. Au moment où je tourne, je ne sais pas si Bremer signera à la Juve, mais c'est bien parti. En tout cas, moi je l'espère. Je trouve que c'est plutôt intéressant côté vieille dame qui a voilà, une excitation supplémentaire et puis voilà, un retour au premier plan en Serie A. Milan sera pour moi l'équipe favorite parce que c'est l'équipe qui a la base la plus solide avec sa défense, avec son milieu de terrain. C'est l'équipe qui a été collectivement la plus forte l'année dernière. Et l'Inter est pour moi l'équipe de Serie A qui réalise le meilleur mercato. Donc je dirais que le titre se jouera entre les trois là. Maintenant, allez, si je devais en choisir un, je dirais la Juve. Voilà. Et puis qui est le club ira le plus loin en Europe? Donc toute compétition confondue, donc ça c'est intéressant. On peut dire par exemple que la Fiorentina, peut-être en Conference League, fera un beau parcours. Je l'espère pour les Florentins, qui recrutent d'ailleurs intelligemment également, qui ont, je pense, la possibilité de faire un beau parcours en Conference League. J'espère en tout cas que la Juve en Ligue des Champions sera un peu plus consistante et passera les stades des 8e sans se faire humilier. C'est important aussi pour l'indice italien, l'indice UEFA italien. Allez, je pense que la Juve dépassera le stade des 8e. Donc ira en quart de finale et sera peut-être le club qui aura fait le meilleur parcours. Ça dépendra aussi des groupes de l'Inter et du Milan. La saison me semble un peu compliquée pour le Napoli, va me sembler compliquée pour le Napoli en Coupe d'Europe, on en parle après. Et je dirais que, allez, pourquoi pas un beau parcours aussi pour l'AS Roma en Ligue Europa, ça peut être intéressant. Allez, je dis la Juve équipe qui peut peut-être même passer les quarts de finale de Ligue des Champions. Quart de finale de Ligue des Champions. Et la Fiorentina, pourquoi pas aller loin en Ligue Europa Conférence. Voilà, c'est les deux clubs que je retiens. Quel est le premier match qui t'a fait aimer le foot? Question de Flo, de la super chaîne El Floco, je vous mets ça en description. Alors le premier match qui m'a fait aimer le foot, c'est difficile d'en s'en souvenir. Alors d'abord, je vais vous dire mon premier souvenir football, mon premier souvenir vraiment, j'avais 4 ans et demi. C'est la demi-finale Italie-Allemagne de la Coupe du Monde 2006. J'ai encore l'image de Grosso qui marque. Voilà, c'est mon premier souvenir football. Maintenant, est-ce que c'est pas vraiment le match qui m'a fait aimer le foot? Je dirais que c'est la finale de Ligue des Champions 2009 où là j'ai commencé vraiment à suivre vraiment le football.
Et c'était donc Barcelone-Manchester United avec ce but de la tête signé Léo Messi. Voilà, ça c'était vraiment mon premier match dont je me souviens bien. Question suivante, signé La Fanzone, toi qui es un amoureux inconditionnel du football italien, si tu devais concevoir un 11 all-time, la squadra azzurra ultime, qui serait dedans? Alors ma formation déjà, ce serait un 4-4-2 au losange. J'ai mis Buffon dans les cages, on aurait pu mettre Dino Zoff, je mets sur le banc. Champion du monde à 40 ans, Dino Zoff. Défense, Bergomi à droite, légende au poste de latéral. Champion du monde 82 à 18-19 ans. Maldini Baresi dans l'axe. Défense du Milan AC, défense légendaire. Les deux défenseurs légendaires du Milan AC. Grosso à gauche, joueur clutch, joueur des grands matchs, grand artisan du sacre en 2006. Milieu de terrain, Gattuso, Tardelli et Pirlo. Baggio en numéro 10. Et puis devant, Rossi, Paolo Rossi. Quel joueur exceptionnel. Champion du monde 82. Et puis Meazza, Giuseppe Meazza, un vieil attaquant des années 30. Puis il a gagné les deux Coupes du Monde 34-38. Donc voilà mon 11 all-time. Question suivante, comment tu vois la saison de Naples après les départs et de figures du club tels que Kalidou, Mertens, Insigne, les renforts tardants à arriver en plus de ça, signé Exotalk, Gillian de l'Exotalk. Salut à toi mon poteau, superbe chaîne YouTube également avec là encore une chaîne qui vous fait découvrir le football voilà, de façon un peu plus profonde et pas que les 5 grands championnats. Alors la saison de Naples c'est une véritable saison de transition pour la simple et bonne raison que comme le mentionne cette question, Kalidou, Mertens et Insigne sont partis, comme Ospina, qui n'est pas mentionné dans la question, mais Ospina est parti, c'est un excellent gardien qui a fait de très belles choses avec le Napoli. J'ai peur que ce soit la saison de transition pour Naples. Il faut savoir en plus que de l'équipe de Sarri, la belle équipe de Sarri, tous les joueurs sont partis, donc il n'y a plus rien, il n'en reste plus aucun. Donc c'est une véritable page qui se tourne du côté du Napoli. Les renforts tardent à arriver, alors je pense quand même que le Géorgien qui est arrivé là est très intéressant, comme Oliveira. Ça peut être des belles révélations, mais ce ne sera pas suffisant pour aller jouer le Scudetto pour moi, hein, pour Naples, qui en plus a tardé au niveau, enfin s'est fait passer devant par la Roma au niveau du dossier Dybala. La présidence De Laurentiis fait débat, beaucoup de supporters napolitains sont énervés, exaspérés de ce projet qui voilà, ne prend pas véritablement. J'ai peur que ce soit une saison de transition, mais je vois peut-être Naples quand même capable d'accrocher un top 4 en Serie A, ce qui serait une bonne saison vu la pré-saison napolitaine. Maintenant, ce n'est pas mes favoris au niveau du top 4. Et en Ligue des Champions, vu qu'ils sont dans le chapeau 3 et vu la difficulté quand on est dans le chapeau 3, je les vois pas faire une grande campagne européenne. Peut-être s'ils sont reversés en Ligue Europa, mais ça me semble quand même être une saison un peu délicate pour Napoli, une saison de transition. Est-ce que le Barça a une chance de gagner la Ligue des Champions selon toi? Signé Samiator94 sur Twitter. Alors le Barça fait un mercato absolument fantastique, hein. Franchement, pour une équipe qui avait apparemment plus d'argent, c'est assez incroyable le mercato qu'ils sont en train de réaliser. Le Barça pour une chance de gagner la Liga cette saison, ça c'est sûr, parce que on l'a vu sur la fin de saison, ils ont été intéressants en championnat espagnol. La philosophie de Xavi a plutôt bien marché, notamment en février, en mars, où ils ont collé un 4-0 au Real au Bernabéu. Il y a de belles choses côté Barça, à voir si la mayonnaise va prendre avec tous ces achats quand même. Rafinha, Lewandowski, il y a beaucoup d'achats, même en défense, hein, Christensen, Kessie au milieu de terrain. Donc c'est beaucoup d'achats et beaucoup de choses à mettre en place. Ils ont pour moi encore une longueur de retard sur des équipes comme Manchester City, même le Real Madrid, le Bayern Munich aussi en Coupe d'Europe. Néanmoins, le Barça, c'est une équipe qui se doit de gagner tout. Enfin, je veux dire, quand une saison commence, le Barça, il se doit de gagner tout. Il vise tous les trophées. Et pour moi, ils seront pas les favoris numéro 1 de cette Ligue des Champions qui arrive, mais ils seront parmi les 5 équipes qui voilà, ont le plus de chances de la remporter. Donc pour moi, oui, le Barça a une chance de gagner la prochaine Ligue des Champions. Quelle est ta philosophie de jeu préférée? Est-ce qu'un coach la représente à la perfection? Ça sous-tend une question sur tes coachs préférés, question signée Sam Mariou, donc sur YouTube. Alors, ma philosophie de jeu préférée, j'aime bien les équipes qui jouent vers l'avant et qui ont un jeu direct. Ça sous-tend que je n'ai pas forcément envie d'un coach qui voilà, étale, je dirais, monopolise le ballon. Je ne suis pas forcément un adepte à 100% du tiki-taka de Guardiola. Et j'aime beaucoup la vision du coup d'Antonio Conte. Un jeu avec beaucoup d'intensité, un jeu assez direct, avec un 3-5-2 qui marche bien. Moi, j'ai grandi avec le 3-5-2 de la Juve, avec au milieu de terrain Marquisio, Vidal, Pirlo, et avec un rôle aussi pour les ailiers pas mal.
Donc ça j'aime beaucoup aussi les équipes qui mettent beaucoup d'intensité, qui sont tactiquement présentes, physiquement aussi assez équilibrées sur le terrain. J'aime bien les équipes qui défendent bien aussi, et les formations d'Antonio Conte défendent souvent bien. Donc c'est pour ça que je mettrai, alors j'ai pas forcément un coach préféré, mais je dirais que ma tactique préférée, en tout cas les équipes que j'aime voir jouer, c'est les équipes type Antonio Conte. Donc je mettrai lui. Comment expliques-tu le soudain manque de performance au sein de la Squadra Azzurra, signé Malik Masrali, que je salue? Beaucoup de questions sur le football italien. Bonne question pour parler de cette équipe italienne qui, on le rappelle, ne sera pas au Mondial 2022. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Comme dans toutes les équipes qui gagnent un titre, la période qui suit, c'est une période un peu plus compliquée. Une période un peu de fin de cycle ou alors de chute de morale et puis de compétitivité. Toutes les équipes en ont vécu. Hein. Alors pour certaines, c'est venu un peu plus rapidement que d'autres, comme l'Italie. Pour d'autres, ça a été un cycle plus long, comme la France qui gagne 98 et 2000 et qui chute en 2002. Là pour l'Italie, c'est extrêmement rapide. Il y a deux choses. Bonucci parlait d'un manque de légèreté. Et c'est vrai, l'Italie a balbutié son football. L'Euro, c'était une parenthèse dorée. Et quand elle a pris fin, c'est aussi cette forme de bulle italienne qui a éclaté. Et voilà, qui a fait que le statut italien a changé. Beaucoup plus de pression, beaucoup plus les regards qui sont scrutés. Et puis quand tu joues un match comme contre la Macédoine où tu es largement favori, la pression, elle est sur toi. Et donc l'Italie, quand elle a la pression, je ne sais pas si c'est… Je ne sais pas. Je pense que l'Italie est très forte quand elle n'est pas très attendue. En 82, elle n'est pas très attendue. En 2006, elle n'est pas attendue. Et en 2021, c'est pas le favori ultime, vous voyez ce que je veux dire, et elle fonctionne. Là, on voit bien que quand il y a une certaine pression, c'est cette pression qui peut la faire balbutier. Autre signe, un effectif qui n'a pas été renouvelé. Mancini s'est appuyé sur le même groupe, on va dire. Or, le groupe italien, bien sûr qu'il a été fort lors de l'Euro, mais on peut se dire qu'il a été fort au bon moment. Faut voir déjà après ce que ça a donné. Spinazzola il s'est blessé, Donnarumma, bon c'est plus du tout le même niveau, Jorginho après l'Euro il a disparu, et puis il a fait confiance à deux individualités offensives, Berardi et Immobilier, qui ont fait un Euro mauvais, mais il s'est entêté à les garder. Or pour moi il fallait injecter plus de 109, et on l'a vu lors de cette trêve de Nations League, il y a quelques 109, quand on a injecté du 109 ça a été bon. Gnonto, Scamacca, ça a fait des choses plus intéressantes. Donc je pense que le manque de performance, c'est un ensemble de choses, une pression, un effectif pas renouvelé, un entraîneur qui s'est entêté dans ses schémas tactiques, des joueurs aussi qui individuellement étaient moins bons après l'Euro, parce que peut-être plus de pression. Voilà, il y a plusieurs facteurs. Quel club fait le meilleur mercato dans chaque championnat du top 5? Signé Jojo PSG. Alors le Barça, je l'ai dit pour l'Espagne. L'Italie, je mettrai l'Inter. Ça se joue peut-être entre l'Inter et la Juve, mais l'Inter a une petite longueur d'avance. Ça c'est pour les gros championnats, dans les grosses équipes, pardon. Après, en Italie, Monza fait un très bon mercato aussi, on en a parlé sur la chaîne. En Ligue 1, j'aime bien le mercato du RC Lens. Comme j'ai dit, offensivement, c'est plutôt, je veux dire, avec les arrivées offensives de Buxa, d'Openda, c'est franchement plutôt cohérent avec les idées lensoises. Si le PSG signe Skriniar et Renato Sanchez, franchement, ça serait aussi un très très beau mercato. Sans gros stars, mais avec, je pense, des équipes, des individualités qui renforceraient vraiment le collectif parisien. En première ligue, je mettrais Manchester United qui fait un bon mercato, je trouve. Un mercato pas mal pour reconstruire le club, pour renaître de ses cendres, comme on dit. Je trouve que c'est cohérent. On pourrait mentionner Leeds aussi, qui fait un sacré mercato. Espagne, dans ça j'ai dit, et Bundesliga. En Bundesliga, je mettrais, ça se joue entre le Bayern et Dortmund. Au début du mercato, j'aurais plus dit Dortmund. Mais maintenant que le Bayern a enchaîné Gravenberch, Mazraoui, De Ligt et Mané, avec peut-être aussi l'achat encore d'un futur numéro 9, le Bayern, franchement, équipe Ligue des Champions là. Hein. Franchement, quelle sacrée équipe. Je avec une question de Special One. Quel est le meilleur entre l'AFC et la CAF? Donc, qui est le meilleur entre les nations asiatiques et les nations africaines? Alors, si on regarde le classement FIFA, top 50, il y a, je crois, 8 équipes africaines et il y en a 5 pour l'Asie. Donc à ce niveau-là, petit avantage africain. Je pense que les nations africaines sont un poil meilleures que les nations asiatiques.
Et je pense surtout par contre qu'il y a un énorme retard au niveau du développement du football dans les plus petites nations asiatiques comparé aux plus petites nations africaines. Alors l'Asie génère plus de revenus en soi, on peut penser au Japon, à la Chine qui, bien évidemment aux pays du Golfe comme l'Émirat Arabe Unis et le Qatar qui attirent de grands joueurs par les revenus qu'ils injectent, par les salaires qu'ils proposent. C'est assez paradoxal. Je pense que l'Asie génère plus de revenus que le foot africain. Enfin, je pense pas, c'est pas que je pense, c'est un fait. Mais je pense que les équipes africaines, les plus petites équipes africaines sont meilleures que les plus petites équipes asiatiques. Et en soi, je pense qu'il y a une moins grosse inégalité entre... je pense que le football africain est plus homogène. Voilà. Et pour moi, il est un poil meilleur que le football asiatique. Et dernière question, une petite les questions Serie A encore. Que penses-tu du niveau de notre calcio signé Nicho Mercato sur Twitter? Vous avez remarqué quand même qu'on me pose beaucoup de questions sur le football italien. Alors le niveau du calcio italien, là on va parler plus de la Serie A puisqu'on a déjà parlé de la Nazionale avant. Alors la Serie A est je pense sur une bonne voie après une période totalement difficile. Bien évidemment que c'est encore un championnat qui a beaucoup de retard, notamment sur les performances pures en Coupe d'Europe. Hein, il suffit de le voir, quand il n'y a pas de club italien en quart de finale Ligue des Champions, ça veut dire ce que ça veut dire. Et au niveau des infrastructures, il y a également un énorme retard d'un point de vue de la construction des stades. C'est comparé à l'Angleterre, l'Espagne ou l'Allemagne, c'est vrai que c'est terrible. L'Italie qui va accueillir l'Euro 2032 va falloir bosser pour rénover ses stades parce que franchement, il y a une telle différence qui est triste. Il faut savoir qu'il y a très peu de stades qui ont été rénovés depuis 1990 et cette Coupe du Monde qui avait été organisée en Italie. Donc au niveau, je pense, d'un point de vue financier, d'un point de vue écosystème, d'un point de vue infrastructure, il y a beaucoup de retard comparé aux autres championnats. Au niveau de l'homogénéité du championnat, je pense que c'est un championnat très homogène, très délicat, qui s'ouvre un peu plus aux doctrines offensives. C'est le championnat le plus prolifique, je crois, sur les 3 dernières saisons, qui est super intéressant à suivre, avec du suspense, on l'a vu l'année dernière, avec de belles équipes qui travaillent bien, la Fiorentina, l'Hellas Vérone, Sassuolo, avec des grosses équipes qui se battent pour la Ligue des Champions, le Napoli, l'AS Roma, l'Atalanta, et puis une lutte pour le Scudetto qui je pense sera encore très acharnée cette année. Il faut encore un peu plus de performance au niveau Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, je parle bien sûr de Ligue des Champions, hein, parce que c'est pas non plus qu'avec une C3 ou avec une C4 que l'Italie va faire son retour. Mais plus de clubs italiens qui performent au niveau Ligue des Champions, ça passe par l'arrivée de bons joueurs notamment et la valorisation de footballeurs italiens, que franchement ça peut le faire. Il y a une bouée qui s'est littéralement envolée là. Bref. mais voilà, je pense que allez, la Serie A revient bien, on va dire. Il y a encore beaucoup de chemin par contre. Question personnelle maintenant, on passe aux questions personnelles. Vous avez été beaucoup à m'en poser. Alors, quel a été ton premier maillot perso? Quel a été ton premier maillot, pardon? Signé Thomas sur Twitter. Alors, mon premier maillot, c'est un maillot que j'ai acheté, qu'on m'a offert en 2009, il me semble, et c'est le maillot du Real Madrid. Real Madrid, floqué Kaka. Donc, maillot domicile, saison 2009-2010. Je vous mettrai une photo. C'est un maillot, ouais, je me souviens. C'était un maillot que j'avais acheté en Grèce d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Ouais, ça fait bonne question. Ça fait maintenant bientôt 2 ans. Ça va faire 2 ans en novembre que je suis sur YouTube. J'étais pas du tout destiné à ça. Hein. YouTube, je connaissais pas. C'était pas du tout mon domaine de prédilection. Mais j'avais vraiment envie de parler de ma passion football et de l'aborder sur divers angles, notamment l'angle hors du terrain, hors du rectangle vert. Parler de la géopolitique du football, parler de l'économie du football, de tout ce qui touche à la politique du football, du mercato, parler aussi voilà, des rivalités du football, des antagonismes dans le football, c'est quelque chose que j'adore, tout en parlant des grandes compétitions internationales comme l'Euro, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, pardon. Voilà, j'avais envie de faire ça et je me suis dit que ça apporterait un brin de nouveauté sur YouTube parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent de ça. Et j'avais envie de me différencier, pas qu'en parlant d'analyse de match, d'analyse de grandes compétitions, de faire des focus sur un joueur, de clés de match, que je trouve un peu, pas trop basique, mais en tout cas très récurrent sur YouTube. Donc j'avais envie de me différencier un petit peu. Et c'est ça qui m'a poussé, qui m'a donné l'envie de me lancer parce que depuis tout petit, j'aime parler football, j'aime échanger avec les gens et j'avais vraiment envie, quoi. Quelles sont tes passions à part le foot? Signé Antoine sur Insta. Alors mes passions, en termes de sport, il y a le tennis que j'adore, j'en ai pratiqué pendant plusieurs années. J'aime aussi en regarder, j'adore regarder les sports mécaniques, la Formule 1 c'est une passion, d'ailleurs la Formule 1 c'est le sport que je regarde depuis que je suis petit.
La moto GP que j'aime beaucoup, le volley aussi, que quand j'ai l'occasion de regarder, je regarde. Et bien sûr, tous les sports des JO. Voilà, je suis un féru de sport véritablement. D'autres passions, la lecture, j'adore vraiment. Actuellement, je suis en train de lire le livre d'Olivier Guèze, vraiment super intéressant sur le football. Mais j'aime beaucoup aussi d'autres livres, mis à part le football, hein, j'adore la lecture. D'autres passions, la batterie, la musique, puisque voilà, j'ai fait 6-7 ans de batterie. C'est un instrument que j'adore, qui me correspond beaucoup, donc ça me plaît. Et puis tout ce qui touche aux relations internationales, à la géopolitique. Ça fait partie des études que je mène et vraiment j'adore en parler, lire dessus, écrire également. Voilà, donc ça on va dire mes passions dans la vie de tous les jours. Quel pourrait être le prochain voyage après Florence? D'autres vidéos sur les derbies Espagne à l'avenir, signé Njaiko sur Twitter. Alors, le voyage à Florence, l'année à Florence que vous avez pu suivre sur la chaîne, la saison 2, c'était assez exceptionnel puisque en fait c'était mon année d'études à l'étranger. Donc voilà, je partais 1 an à Florence et j'ai eu l'occasion de produire du contenu football sur la chaîne en me basant sur Florence avec des vlogs, la découverte du calcio storico, le vlog à Coverciano, etc. Donc il y avait beaucoup de choses à dire. Il n'y aura plus de voyages, je pense, comme ça d'1 an sur la chaîne. Par contre, il y aura bien sûr encore des voyages à l'étranger, des nouveaux vlogs. Je pense notamment à l'Allemagne, à la Suisse, que je vais faire en 2023, je l'espère. Derby Espagne à l'avenir, ça c'est une référence à ma vidéo sur les derbys allemands que j'avais fait en 2 épisodes, qui était une superbe série de vidéos que j'avais adoré faire. Oui, cette série va revenir sur les derbys. Je ne sais pas quand, mais en effet, là tu mentionnes l'Espagne. Le prochain pays, ce sera l'Espagne, en effet. Voilà. Question d'Au Café du Sport sur ma chaîne YouTube aussi, que je salue Raphaël. Je mettrai son lien YouTube en description. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire des articles? Ce serait quoi ton sujet de vidéo idéal que tu aimerais faire un jour? Tu joues à des jeux de foot, FIFA, FM. En dehors du sport, c'est quoi tes autres centres d'intérêt? Alors, est-ce que tu as déjà pensé à écrire des articles? Oui, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire actuellement parce que je veux me consacrer à fond sur YouTube. Alors, je pense que tu mentionnes des articles football. Je ne me ferme pas la porte à l'avenir, mais c'est pas du tout l'objectif actuellement. Ce serait quoi ton sujet de vidéo idéal que tu aimerais faire un jour? Très bonne question. J'aimerais beaucoup faire des vidéos, par exemple, où je vais découvrir le football dans un pays et où j'interview et je rencontre des personnes impliquées dans leur football national ou local. Par exemple, je vais rencontrer le leader des Ultras de l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça, ce serait une vidéo exceptionnelle et je vais dans le Maracana et je vous fais une vidéo et on en apprend plus sur d'un point de vue social, etc. Surtout que dans les Balkans, bah, c'est super intéressant à analyser. Ça, par exemple, ça pourrait être vraiment un sujet de vidéo que j'adorerais faire. Sinon, un vlog en finale d'Euro, de Ligue des Champions, voilà, c'est aussi une vidéo que j'adorerais faire également. Tu joues à des jeux de foot, FIFA, FM? Alors, je joue pas à FM, j'ai jamais joué. Par contre, je joue à FIFA depuis 2014. Avant 2014, j'étais sur PES. Mon premier jeu, c'était PES 2005. J'ai joué PES 2005 pendant plusieurs années, puis après j'ai eu PES 2009, 2010 et puis je suis passé à FIFA à partir de 2015 et voilà, actuellement je préfère FIFA à PES. Ta décision pour la Coupe du Monde était difficile à prendre? Ça, c'est une question de mon poteau Alexandre. Alors pour ceux qui ne savent pas, parce que je l'avais mentionné sur Twitter mais pas sur YouTube, j'ai hésité à parler de la Coupe du Monde sur YouTube pour la simple et bonne raison, bon je vais le faire rapide, hein, que vous savez que j'ai suis un peu touché par la gestion de cette Coupe du Monde, par tout ce qui s'est passé autour. Et je me suis dit, parler de la Coupe du Monde, c'est faire sa promotion, c'est faire ma promotion et c'est faire mon buzz. Parce que la Coupe du Monde, ce sera sans doute une période assez prolifique pour la chaîne, assez intéressante pour mon développement. Et je m'étais dit, est-ce que je vais en parler? Mais je me suis dit, ouais, allez, il faut quand même que j'en parle parce que c'est mon rêve depuis tout petit de parler de la Coupe du Monde. Et je pense quand même qu'il y a moyen d'informer les gens de toutes les atrocités de cette Coupe du Monde, de tous les points négatifs, tout en vivant notre passion pour ce grand événement. Vous voyez, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre informer, dénoncer, dire la vérité sur cette Coupe du Monde, ne pas l'enjoliver et en même temps, voilà, vivre l'aspect sportif. C'est comme, vous voyez, le boycott sportif qui fait débat. Est-ce qu'on pourrait priver des footballeurs qui luttent toute leur vie, qui sacrifient leur vie pour une Coupe du Monde, pour jouer la Coupe du Monde? Je sais pas. En tout cas, pour moi maintenant, le boycott sportif, c'est trop tard. Il fallait le faire en amont. Donc là, le boycott, je dirais médiatique, ça sert à, je pense pas à grand chose non plus. Je pense que c'est mieux d'avertir les gens et de leur voilà, montrer le vrai côté de cette Coupe du Monde et les indignations qu'il y a derrière. Bon, je vois que le temps défile, la vidéo va être un peu longue. Je vais essayer d'être un peu plus concis, mais en même temps, voilà, on est chill, c'est l'été.
on discute ensemble. Voilà, c'est cool. Et puis vous avez une belle vue aussi. Question d'intersaison, que je salue aussi, super chaîne YouTube également. Et le petite question pour ta FAQ, quelles sont tes étapes pour créer une vidéo de A à Z? Les étapes, c'est simple, c'est recherche d'informations. Donc je vais lire des livres, regarder sur des sites internet, des blogs, d'autres vidéos YouTube. Je me documente, j'écris la vidéo, je la tourne, je la monte, je fais la miniature et je la sors. Voilà, ce sont les étapes. Après, il y a des vidéos qui vont extrêmement rapides, qui passent très rapidement. Par exemple, la vidéo sur les logos des clubs de football, c'est très facile à façonner. En 2-3 heures, la vidéo est faite. C'est le minimum, je pense, pour faire une vidéo YouTube, pour moi, 2-3 heures. Après, pour des vidéos comme Zoom sur le foot, qui sont très travaillées au niveau du montage, de la documentation, des collaborations aussi que je peux faire au niveau des recherches, des questions, etc. Ça peut aller de 20 à 25 heures de travail. C'est énorme hein, pour quelqu'un qui n'est pas du tout sur YouTube et qui, voilà, qui est comme moi, enfin, qui suis assez occupé à côté, qui a pas mal de choses personnellement à faire à côté dans mes études. C'est assez long, 20-25 heures, mais c'est assez stimulant de travailler comme ça, donc j'aime bien. Donc voilà pour le schéma de vidéo. Raconte-nous l'histoire de ta première vidéo, le tournage, le montage, la pression de la publication. Alors ça, c'est une question encore de l'Exotol, de Gillian. Alors, il faut savoir que ma première vidéo sur l'Arena Foot, c'est pas la première vidéo que j'ai sortie. Ma première vidéo, c'était les rivalités des sélections nationales, épisode 1. Et alors là, je vais vous raconter l'histoire de cette vidéo-là plutôt. Qui était assez long, hein, le tournage, vous pouvez vous dire, j'étais pas très à l'aise. C'était assez long à faire. Je pense que le tournage a dû durer 1h30, 2 heures, tellement je me ratais, etc. Donc c'était difficile hein, de se lancer. Le montage, c'est pas moi qui l'ai fait, le montage de cette vidéo, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais pas du tout apte en fait à commencer YouTube. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien qui me prédestinait à me lancer sur YouTube parce que je maîtrisais rien en montage. Et c'est mon frère qui m'a monté la vidéo. Il faut savoir que lui, il est tellement fort au niveau montage, audiovisuel. Il a une chaîne YouTube de 6000 abonnés, d'animation, etc. Je vous mets tout en description aussi si vous voulez aller voir son travail. C'est vraiment, vraiment sensationnel. Il aspire d'ailleurs à travailler plus tard dans le cinéma. Et donc, il m'a monté cette vidéo. Ce qui fait que la vidéo était plutôt quali pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de montage. Voilà. Et puis la pression de la publication, bien sûr, c'était très très stressant à publier. Alors là, je parle de la première vidéo tout court. Très stressant d'afficher sa tête en public pour la première fois. Moi, je suis quelqu'un d'assez discret de base et c'est vrai que c'est un pas en avant assez important. Mais j'ai eu la chance d'avoir des gens bienveillants et puis de compter sur beaucoup d'amis qui ont partagé la vidéo, diffusé, etc. Donc c'était vraiment cool. Donc voilà, c'est un bon souvenir en tout cas. Bientôt les Camérité compte aller voir des matchs de Serie A à nouveau cette saison, autre que Florence signé Rabal, l'ami romain qui actuellement doit être en transe parce que Dybala arrive à Rome. Alors bientôt les 1K mérités, donc ça il parle de Twitter. On a atteint les 1K sur Twitter, donc c'est super cool. Quand tu vas aller voir des matchs de Serie A à nouveau cette saison, autre que Florence. Rabal, je sais que tu veux que j'aille. Dis-moi en fait, tu veux que j'aille à l'Olympico voir la Roma. Il faut que tu la poses comme ça plutôt ta question. J'aimerais beaucoup aller à l'Olympico voir la Roma. Alors à l'Olympico, j'y étais déjà puisque j'avais vu Italie-Suisse la saison dernière en éliminatoire de la Coupe du Monde. J'ai pas eu chance de voir la Roma, mais voilà, j'aimerais bien voir la Roma. Ça c'est sûr. J'aimerais bien y aller. Allez, ce sera à mon avis pas avant. Ce sera en 2023 peut-être. À voir si j'ai l'occasion. Ça me semble un peu difficile. On verra. Mais oui, cette saison, j'essaierai d'aller à d'autres stades de Serie A à Florence, pas forcément pour faire des vlogs, mais en tout cas pour aller voir. Et puis j'aimerais bien aussi aller à Naples, voir un match. J'ai jamais été à Naples, voir deux matchs, donc pourquoi pas, ça peut être super top. On enchaîne avec une question de Football Macédonien FR. Comptes-tu faire des vidéos moins sérieuses et plus humoristiques? Question très intéressante. Des vidéos moins sérieuses. Alors vous savez, sur la chaîne, c'est vrai que j'ai un ton un petit peu sérieux, parce qu'il y a voilà, certaines vidéos, c'est vrai, qui sont, on va dire, un peu plus instructives que d'autres, où on va dire... j'essaie de vous apprendre quelque chose, de vous faire découvrir un sujet, par exemple la géopolitique du football. C'est vrai que c'est un sujet assez sérieux. Des vidéos plus humoristiques, je pense pas. Par contre, des vidéos un peu plus chill, par exemple comme les logos des clubs de football. J'aimerais faire une vidéo aussi sur la musique et le football, un lien entre les deux, ça peut être très intéressant. Donc oui, il y aura des vidéos plus chill, on va dire. Je ne vais pas faire d'humour sur la chaîne, mais des vidéos un peu plus détendues, on ne se prend pas la tête, bien évidemment. Par contre, le but de la chaîne, c'est aussi de faire des vidéos assez sérieuses, assez travaillées. Donc c'est clair, par exemple, que je ne vais pas faire une vidéo chill sur le nationalisme et le football dans les Balkans, par exemple. Ça, c'est pas une vidéo qui va se prêter à... On va pas rigoler de ça, par exemple. Mais à l'avenir, oui, c'est vrai qu'il y aura
qu'il y aura des vidéos un peu plus détendues, un peu plus chill. Il y en a déjà sur la chaîne, hein. Les logos c'est assez détendu. L'histoire du football à Noël, c'est une vidéo assez détendue aussi, donc il y en a déjà. Plusieurs questions en rapport avec ton YouTube. Quel objectif tu t'es fixé? Ton moment préféré? Le but de ta chaîne, en vivre? En tout cas, bravo, tu es l'une de mes découvertes sur la fin de saison passée. Signé Panenka. Très belle chaîne YouTube aussi. J'aime beaucoup ton contenu également, donc merci à toi pour tes questions. Plusieurs questions. Donc, quels objectifs t'étais-tu fixé? Je ne me suis fixé quasiment aucun objectif sur YouTube avant de commencer. Alors quand j'avais 400-500 abonnés, je me suis dit, il faut que je fonce sur le palier des 1000. Ça peut être le plus intéressant. Et on va dire que c'était l'objectif principal parce que c'était très symbolique et puis ça permettait de réussir. C'était symbolique. 1000 abonnés sur YouTube, 1K. Enfin voilà, c'était un petit achievement, on va dire, un petit cap sympa à réussir. Mais je ne me suis pas fixé d'objectif au-delà. Je ne me suis pas fixé 10 000K, 20 000K, 30 000K, 4 000K parce que si un jour la chaîne y arrive, quel sera mon objectif suivant? Je risque d'être un peu déçu et de me dire bon ben voilà, j'ai réussi et maintenant, vous voyez. Donc j'ai pas envie de me fixer d'objectif. Je me laisse porter par YouTube, par mes vidéos, par le contenu que je propose. Le plus intéressant, le plus important pour moi, c'est de faire ce que j'aime avec passion et de vous livrer mes vidéos YouTube. Voilà, c'est tout, et d'échanger avec vous. C'est ça le plus important. Et vraiment, c'est rien d'autre. Après, bien sûr, je pense que la chaîne mériterait actuellement mieux en termes d'abonnés, mais ce n'est pas un problème. Je ne me prends pas la tête là-dessus. Mon objectif, c'est vraiment de développer ma chaîne avec le temps, de grandir petit à petit et puis surtout de prendre du plaisir. Et c'est le principal. Prenez toujours du plaisir en faisant votre chaîne YouTube ou en faisant votre média sportif. C'est le plus important. Et de toute façon, on le sent également dans les vidéos. Quand il y a du plaisir, quand il y a de la passion, c'est le principal. Ton moment préféré? Alors je pense que ça c'est le moment préféré sur YouTube. Il y en a un particulièrement, c'est En route pour l'Euro. Donc c'est-à-dire toute la période de mars à juin 2021. C'était ma période préférée je pense sur la chaîne. J'ai adoré faire les vidéos. Le travail qui a été fait, les nouvelles animations, les nouveaux graphismes, l'écriture, tout. C'est la première fois que j'ai pu tourner aussi dehors un peu, pas forcément dans mon décor. Que j'ai pu aussi faire des premières collaborations, rencontrer des gens, écrire avec des comptes fans, des comptes spécialisés, des experts. C'était une série absolument folle qui reviendra en 2024 pour votre plus grand plaisir et pour mon plus grand plaisir. Franchement, c'était mon moment préféré, je pense, sur la chaîne. Vraiment, j'ai adoré. Et puis sinon, mon moment préféré également, j'espère que ce sera celui à venir. Et ça, c'est le plus important. Le but de ta chaîne, en vivre. Alors, si je peux dégager des revenus sur la chaîne, franchement, je dis pas non. Ça me permettra d'investir peut-être dans une nouvelle caméra, dans un nouveau décor, dans un nouveau setup. Faire glow up la chaîne, faire améliorer la chaîne. Maintenant, en vivre, non, j'ai pas envie de me lancer uniquement sur YouTube. Ce ne sera pas le but. Comme vous le savez, je suis étudiant. Ce n'est pas du tout mon objectif de me lancer à fond sur YouTube parce que professionnellement, j'ai envie de travailler, pourquoi pas dans le monde du football. Donc voilà, YouTube, ce sera, je pense, quelque chose qui durera longtemps dans ma vie, que je vais mettre de côté, à côté de mon métier, vous voyez, que je vais continuer à enrichir, à produire, à sortir des vidéos. Mais je ne vais pas, vivre uniquement de ça, ça c'est sûr. Par contre, si je peux dégager des revenus de YouTube, franchement, je ne dis pas non. Dernière question de cette FAQ, quelles vont être les prochaines grosses vidéos sur la chaîne? Très bonne question. Alors là, donc c'est une petite période off. Je ne sais pas du tout d'ailleurs quand sortira cette FAQ. Peut-être que je serai déjà rentré d'ailleurs des vacances. Mais voilà, ça va être la seule vidéo des 10-11 prochains jours. Dès que cette vidéo sortira, il y aura une autre vidéo qui sortira. Ce sera Zoom sur le foot épisode 3, comme j'ai dit, consacré à la Croatie. Donc après la Suisse, après le Sénégal, on revient en Europe et on parle de la Croatie. Il y aura une vidéo ultra politique, le retour. Très intéressante. Je ne sais pas encore quel club on fera, mais ce sera un club très sympa, vous allez voir. En tout cas, très intéressant à analyser. Il y aura ensuite un Zoom sur le foot épisode 4 qui sortira fin août. Une vidéo également sur les 10 équipes les plus séduisantes à suivre en 2022-2023. Et puis le lancement de Destination Coupe du Monde, la série pré-Coupe du Monde qui sortira jusqu'à la veille de la compétition, jusqu'au 21 novembre 2022. Donc beaucoup de choses, énormément de contenu qui va arriver sur la chaîne, riche et varié, beaucoup de sujets. Donc j'espère que vous serez là, mais ça va être très intéressant. Là c'est la petite pause, c'est les vacances, on profite. Mais après, on va attaquer fort la nouvelle saison, la saison 3 de l'Arena Foot. Vous allez voir, j'espère que vous serez au rendez-vous parce que ça va être super. Bon les amis, c'est la fin de cette FAQ, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche.
Très content d'avoir fait cette FAQ, d'avoir pu échanger avec vous, d'avoir pu me livrer un peu plus. J'espère que vous en connaîtrez un peu plus sur moi, sur YouTube, sur l'Arena Foot. En tout cas, merci pour votre fidélité, pour les 1000 abonnés sur YouTube, sur Twitter. Rejoignez cette communauté, cette grande famille qui se construit. Tous les liens sont en description des réseaux sociaux. Tous les liens aussi des amis qui ont posé les questions sont en description. Merci à vous les copains. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Pour Zoom sur le foot épisode 3 sur la Croatie, vous allez voir, ça va être un épisode fantastique, vraiment fantastique. Donc allez le voir, soyez au rendez-vous. Et puis moi je vous souhaite un très bel été si vous avez la chance de partir en vacances. Bon courage pour le travail, pour les études, pour ceux qui sont occupés. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, profitez des vôtres et passez une belle journée, une bonne soirée. Ciao les amis.